Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on va plonger, et je dis bien plonger, dans une philosophie qui est, disons-le franchement, assez provocatrice. Nos sources du jour proposent un véritable tremblement de terre conceptuel, l'idée déconstruire complètement ce qu'on appelle la romance moderne pour la remplacer par un concept très spécifique, l'autorité consciente et la polarité biologique. C'est fascinant, ça remet beaucoup de choses en perspective, alors on va cartographier tout ça de manière totalement neutre pour bien comprendre leur logique. Ok, le plan de route est simple. On va y aller étape par étape. D'abord, le déclin du romantisme, puis on regardera les trois craintes fondamentales. Ensuite, on parlera du cadre masculin, des boucliers et de la suranalyse. On fera aussi le point sur l'autorité naturelle face à la force, pour terminer sur l'harmonie par la polarité. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le déclin du romantisme, ou comment le texte s'y prend pour déconstruire le fameux mythe romantique. Le document part d'une question centrale et elle pique un peu. Est-ce que le romantisme moderne, si souvent basé sur la recherche constante d'approbation, détruit en réalité l'attraction biologique profonde? C'est la thèse de notre source. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'argument du piège de la romance moderne. D'après le texte, le partenaire trop accommodant, celui qui cherche constamment l'approbation, crée en fait un déséquilibre fatal. Pourquoi? Eh bien parce que ça forcerait l'autre partenaire à adopter une posture artificielle et épuisante, le rôle maternel. Et là, on touche à la biologie. Notre source avance que le cerveau perçoit cette indécision, ce manque de cap, comme un véritable danger biologique. En gros, vouloir être trop lisse, ça efface complètement les contrastes énergétiques dont on a absolument besoin pour maintenir l'attraction. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie. Les trois craintes fondamentales. Voyons un peu quels sont ces piliers de la sécurité féminine selon l'auteur. Le texte est super clair là-dessus. La sécurité fondamentale, elle repose entièrement sur la capacité du partenaire à apaiser trois grandes peurs. 1. La protection contre l'effondrement. C'est l'assurance inébranlable que quoi qu'il arrive, la vie ne va pas s'écrouler face aux crises. 2. La stabilité face au chaos. C'est ce besoin vital d'avoir un ancrage émotionnel qui ne vacille jamais. Et 3. La direction. Avoir une vraie boussole pour éviter tout sentiment d'errance. Sans ces trois piliers, pas de sécurité. Alors, comment on fournit cette fameuse sécurité? C'est l'objet de notre troisième section, le cadre masculin, le mécanisme de la sécurité. On va faire un peu de cartographie ici. Le texte utilise un jargon très spécifique, le fameux cadre ou le frame. Et attention, il est capital de noter qu'il ne s'agit pas du tout de domination physique. Pas du tout. C'est défini comme un ancrage purement psychologique. C'est cette capacité à garder un cap, une stabilité émotionnelle en béton armé, sans jamais avoir besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur pour agir. Pour bien faire comprendre ça, l'auteur utilise une métaphore arabe que je trouve visuellement très frappante. Amoud Fikari. En français, ça se traduit littéralement par la colonne vertébrale. C'est ça l'idée du cadre. Le partenaire devient l'axe central de la relation. Un pilier qui reste bien droit. Peu importe à quel point le monde s'agite autour. Et le truc fou, c'est que ce fameux cadre, d'après notre source, il s'exerce en grande partie en silence. Pas besoin de faire de grands discours ou de dicter des règles. Ça passe par des actions autonomes. On ne demande pas la permission. On refuse la validation externe. Et surtout, c'est cette capacité à rester complètement stoïque pendant ce qu'on appelle les shit tests. Vous savez, ces petits moments où la solidité du partenaire est testée de manière totalement inconsciente. Bref, l'autorité se pose juste par la présence. Mais alors, que se passe-t-il si ce pilier est absent ou trop fragile? C'est là qu'on rentre dans la section 4, bouclier et suranalyse, l'anatomie des mécanismes de défense. Le point crucial ici, c'est le concept des boucliers masculins. C'est le terme exact du texte. Quand il y a un vide de direction, quand la confiance dans le leadership du partenaire fait défaut, des mécanismes de défense se mettent en place. C'est presque un réflexe de survie émotionnelle. Face à l'insécurité, ces boucliers se lèvent pour combler le vide. Et là, on s'arrête 2 secondes parce que la portée psychologique est énorme. L'overthinking, ou la suranalyse si vous préférez, eh bien le texte affirme que ce n'est pas inné, ce n'est absolument pas un trait de personnalité. Non, c'est une tactique de survie réactive. Le cerveau se met en état d'alerte permanente, il est forcé de penser pour deux et d'anticiper tous les dangers, tout simplement parce qu'il sent que personne d'autre ne tient la barre de façon rassurante. Concrètement, ça donne quoi quand ces boucliers sont activés? Eh bien, on observe une hyper-vigilance épuisante et la nécessité de prendre le gouvernail de la relation un peu par défaut. La personne adopte un rôle maternel pour guider et rassurer l'autre. Et ça, c'est le signe majeur qu'une armure mentale étouffante a totalement pris la place de la nature réceptive originale. C'est une résistance permanente. Du coup, comment restaurer ça sans tomber dans la toxicité? Ça nous amène à la section 5, autorité naturelle contre force, la grande dichotomie du pouvoir. L'auteur dresse un parallèle vraiment brillant ici. Il y a une distinction catégorique à faire.
L'autorité véritable, c'est une force intérieure. Comme un arbre enraciné, elle crée une paix psychologique tangible et donne envie de coopérer. À l'opposé total, on a la force, les cris, la contrainte, l'agressivité. Pour le texte, utiliser la force, c'est littéralement brandir le drapeau blanc. C'est une agitation superficielle qui signale, paradoxalement, un aveu de faiblesse et un échec cuisant. D'ailleurs, la théorie va plus loin en expliquant que l'obéissance forcée est une illusion destructrice. Pourquoi? Parce que la violence n'apaise en rien les trois craintes fondamentales dont on parlait. Au contraire, le cerveau perçoit ça logiquement comme un danger biologique direct. Résultat, les boucliers de défense se verrouillent à double tour. Exiger la soumission par la force, c'est complètement contre-productif. L'enjeu réel, c'est d'inspirer naturellement un état de repos. Et c'est ce qui nous conduit à notre dernière étape, la section 6, l'harmonie par la polarité. C'est la phase de reconstruction de cette philosophie. Il y a un autre mot-clé super important à démystifier ici. C'est le terme « kudu ». Souvent, c'est perçu à tort comme de la simple soumission ou même de l'humiliation. Mais, attention, notre source le recadre à 180 degrés. Elle le décrit de manière purement biologique, comme un soulagement automatique, le confort absolu qu'on ressent quand on est enfin déchargé du lourd fardeau du leadership et de l'anxiété de la suranalyse. Voyons comment ça s'articule avec les dynamiques énergétiques. Le texte oppose deux pôles. L'énergie masculine, qui se doit d'être active, qui enveloppe, qui protège et qui assume de définir les limites. Et en réponse, on a l'énergie féminine. Libérée de ses boucliers, elle redevient réceptive et intuitive. Un mouvement interne qui permet enfin d'expérimenter une authentique paix intérieure. Pour synthétiser la conclusion spectaculaire de cette théorie, le cadre masculin conscient agirait comme un véritable aimant biologique. C'est mécanique. Une fois que cette sécurité absolue est établie, les armures tombent d'elles-mêmes. L'overthinking disparaît, la relation sort enfin de ces horribles luttes de pouvoir quotidiennes. Et c'est précisément cette polarité naturelle retrouvée qui, selon le texte, génère une harmonie et une passion qui durent dans le temps. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, posée directement par le texte. Si la romance moderne, axée sur la validation perpétuelle, s'apparente au final à une performance théâtrale épuisante, est-ce que cette architecture stricte de l'autorité consciente et de la polarité constitue la vraie réponse à nos instincts biologiques? C'est une question énorme, un véritable changement de paradigme que notre source nous invitait à méditer aujourd'hui. En tout cas, ça donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.